Bonjour, bienvenue dans la série sur le spin. Nous allons parler maintenant de l'atome. La physique atomique, c'est quelque chose d'extrêmement vaste, vraiment très très vaste, ça peut remplir un gros bouquin entier. Ici, on va voir juste quelques aspects, ceux qui sont en rapport avec ce que nous venons de voir sur le spin, les statistiques quantiques, et nous aurons juste besoin d'une petite introduction sur l'atome. L'expérience a montré que les électrons sont très petits, très légers et chargés d'électricité négative, et qu'ils sont situés autour d'un noyau qui est très extrêmement petit, beaucoup plus petit que la taille de l'atome de sa globalité, donnée par ces électrons situés autour. Il est très lourd, environ 1000 fois plus lourd que l'électron, et chargé d'électricité positive. La mécanique quantique montre que les électrons, en plus, ne peuvent se placer que sur des orbites d'énergie précises. Donc, on a un noyau chargé positivement, des orbites, et seules certaines orbites bien précises, on va mettre un petit moins pour représenter l'électron, petit moins, un petit moins, seules certaines orbites peuvent être occupées par les électrons. En fait, c'est un peu plus complexe que ça. Cette représentation est approximative parce que on en avait déjà parlé pour la rotation sur lui-même d'un électron. On ne peut pas parler vraiment d'une rotation comme une toupie. On s'en est sorti avec les points de vue actifs-passifs parce que il y a le principe d'incertitude qui fait que parler de la trajectoire d'une partie de l'électron est complètement impossible dans le domaine quantique à cette échelle. Et on a le même problème ici. En fait, l'électron est décrit par une fonction d'onde avec une amplitude, donc une amplitude de présence de l'électron, et cette fonction d'onde a une forme plus ou moins complexe répartie autour du noyau. Typiquement, pour le cas de plus faible énergie, c'est une sphère à peu près autour du noyau. Après, c'est plutôt une forme typiquement d'un sablier, la zone de présence, puis la zone d'un trèfle, comme un trèfle à 4 feuilles. Voilà, donc c'est ce genre de choses. Mais on n'a pas besoin de ces complications ici, on ne va pas assez loin pour ça. Et cette représentation simple, sous forme d'orbite, est très approchée, mais suffisante pour nos besoins et discuter en particulier du spin. Et donc, plutôt que de parler d'orbite, comme le seraient les orbites d'une planète, on parle plutôt d'orbital, j'emploierai ce terme dorénavant. L'énergie de chaque orbital a une valeur précise, que l'on sait calculer, du moins pour les atomes simples, une valeur approchée pour des atomes plus complexes. Et elle peut aussi être mesurée avec précision. Par exemple, en arrachant un électron à l'atome, on mesure la quantité d'énergie qui est nécessaire pour le faire, ce qui donne son énergie de liaison dans l'atome, et donc l'énergie de l'orbital correspondante. Et on peut donc ainsi classer les orbitales en fonction de leur énergie. On va noter ça, n égale 0, n égale 1, n égale 2, etc. Chaque fois avec une énergie bien précise. Ce nombre, n, s'appelle nombre quantique principal. Nombre quantique principal. On a aussi besoin de deux autres nombres, qui ne sont pas flagrants ici, mais qui sont dus à la forme justement de la fonction d'onde l'électron prend autour du noyau. Ils sont appelés nombres quantiques orbital, noté typiquement L, et nombre quantique magnétique, noté M. Alors pourquoi? Le principal, c'est celui qui correspond à la plus grosse variation de l'énergie. Le L orbital, parce qu'il y a un moment angulaire de rotation qui est nul pour l'état de base,
quand l'orbital a une forme plutôt sphérique, donc comme s'il n'y avait pas de rotation orbitale, et puis des valeurs plus élevées. Et le M est lié à certains effets, comme les effets magnétiques. Il faut tenir compte aussi du spin, mais nous en reparlerons. On donne des noms à ces orbitales. Typiquement, on n'utilise que M et L pour donner des noms aux orbites. On leur donne un chiffre qui est 0, 1, 2 et en fait, on commence à 1, à 0, n égale 1, n égale 2, n égale 3. Et on donne, pour L, on ne donne pas le nombre, on donne une lettre. C'est des dénominations habituelles, S, P, D, F. Ces notations viennent de la spectroscopie, c'est-à-dire la discipline qui étudie les rayonnements lumineux émis par les atomes qui sont excités, qui sont chauffés, heurtés, etc. Et ça a été étudié de longue date, déjà au 19e siècle, avant de connaître la structure de l'atome. Alors, voici l'exemple, par exemple, pour l'hydrogène, ce qu'on appelle le spectre de l'énergie, c'est-à-dire les valeurs différentes de l'énergie pour les différentes orbitales, pour l'atome d'hydrogène. Donc, on trace un graphique. L'axe horizontal, c'est pour la facilité, il ne représente rien. L'axe vertical, c'est donc l'énergie. Ici, 13,6 électronvolts. C'est une unité pratique d'énergie à cette échelle. Un électronvolt, c'est l'énergie qu'acquiert un électron lorsqu'il est passé sous une tension électrique de 1 volt. Et les orbitales sont, pour 0 ici, 1s, 2s, 3s, 4s, et ainsi de suite. Et les niveaux d'énergie, les niveaux sont de plus en plus serrés, et il y en a une infinité. En pratique, en fait, ça correspond à des électrons très éloignés de l'atome. Donc, en pratique, ça n'arrive jamais parce qu'il y a d'autres objets dans l'environnement, d'autres atomes. Donc, l'électron ne pourrait pas s'éloigner indéfiniment. Mais, même en pratique, on comptabilise un nombre faramineux de niveaux d'énergie. Et ces niveaux d'énergie tendent vers 13,6 sans le dépasser. Et un électron qui aurait une énergie plus grande, disons par exemple à 14 électronvolts, est en fait un électron libre. Là, ils peuvent avoir n'importe quelle énergie, et c'est des électrons qui se baladent. Si c'est un électron qu'on a arraché à l'atome d'hydrogène, il y a une charge électrique négative en moins dans l'atome d'hydrogène, donc il acquiert une charge électrique positive. On dit que l'on a un ion chargé positivement dans ce cas-ci. Et on a ça c'est pour le L qui se dénomme S, pour les autres cas c'est 2P, 3P, 4P, etc. 3D, 4D et 4F. Et aussi les autres niveaux au-dessus. Et ils ont les mêmes valeurs ici dans les cas pratiques quand on a plusieurs électrons. L'hydrogène c'est simple, il y a un seul électron. Donc c'est assez facile à calculer et à mesurer. Pour des atomes plus complexes, il peut y avoir plus d'électrons et on peut avoir des décalages de différents niveaux d'énergie, c'est pas très important ici. Et les noms, donc ici, sont conventionnels, hein, donc 2S, 2P, 3S, 4D, etc. Ils sont issus de la spectroscopie. Donc voilà pour le début de l'introduction. Nous aurons encore quelques petites choses à voir sur l'atome avant de parler du spin et nous continuerons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.